Et on va enfin t'entendre et je te laisse la parole. D'accord. Vous m'entendez bien? Ok, ok, d'accord. C'est bon? Bon, ok, nous sommes ici. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je commence donc, Pascal, c'est ça, je commence. Oui, vas-y, vas-y. Ok, 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 ok. Bonjour à tous. Merci, merci Pascal de m'avoir invité à partager quelques idées autour de la pensée politique d'Edgar Morin. Et merci aussi d'avoir d'animer, de lidérer cette initiative de l'Université populaire Edgar Morin pour la métamorphose. Merci les publics qui est présent pour écouter à cet Argentin qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Je suis vraiment ravi d'être ici parmi vous à Toulouse, même si je suis à la distance, parce que c'est une ville à laquelle je suis très, très attaché et où j'ai fait mon doctorat avec Pascal il y a une dizaine d'années. Je m'écoute avec écho, mais vous m'entendez Ah, bien? Ok, oui, oui, oui. Bon, c'est con ce qu'il est l'écho. voilà les sujets sur lesquels je vais réfléchir avec vous aujourd'hui. La pensée politique d'Edgar. Je, je voudrais vous partager trois questions autour de ces sujets. C'est la question de pourquoi, de quoi et de comment. Et ça veut dire quoi ces trois questions? Bon, d'abord, je voudrais partager quelques raisons subjectives et objectives pour introduire la question politique. Après, je voudrais essayer de poser quelques questions pour essayer de problématiser la pensée politique d'Edgar et ensuite pouvoir préciser les buts de cette communication. Et finalement, développer un peu les méthodes ou de quelle manière est-ce qu'on peut nous approcher à la pensée politique d'Edgar et vous montrer un peu les plans ou les stratégies argumentatives pour, voilà, pour traiter les problèmes que je vais vous montrer. Dans cet énoncé que je présente là, la pensée politique d'Edgar Morin, je crois d'abord qu'on devrait distinguer les côtés la pensée d'Edgar et la question de la politique. Et ensuite, on pourrait essayer de relier les deux ou de poser la question, si vous voulez, entre ce qu'Edgar a appelé la pensée complexe et la question politique et faire voilà, une question en boucle. De quelle manière l'expérience politique d'Edgar lui a amené à formuler une pensée complexe et de quelle manière cette pensée complexe lui a fait évoluer sa pensée politique. Donc voilà le cadre général de ce que je vais partager. On commence avec le pourquoi. Le pourquoi, je vais être sincère avec vous. J'espère que cette sincérité m'amène à contextualiser un peu et peut-être rendre compréhensible la totalité de mon discours. J'ai décidé, depuis 20 ans, de consacrer ma vie à la pensée complexe, de consacrer ma vie à l'étude, à la recherche et à la diffusion de la pensée complexe. Je suis engagé à la diffusion et je dirais au développement d'une manière passionnée et sincère, au développement théorique et pratique de la pensée d'Edgar dans la science, dans la politique et dans l'éducation. La question, c'est pourquoi? Et c'est une question légitime. Vous dites, mais ce garçon, lui, il est fou. Il est de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique du Sud, et lui, il veut consacrer sa vie à la pensée complexe. Et pourquoi? Bon, parce que je suis persuadé, je dirais, de la pertinence à la fois épistémique, éthique et politique de la pensée complexe d'Edgar Morin. Pourquoi? Parce que je crois que chez Edgar, il y a un message profond ou un message fondamental qu'on peut retrouver dans des différents ouvrages et qui est à la fois
épistémologie et politique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'un côté, qu'il y a des grandes préoccupations chez Edgar. D'une part, comment est-ce qu'on peut comprendre la complexité du monde? Et ça, c'est d'abord une question d'ordre épistémologique. Ça lui amène à essayer de construire une connaissance plus pertinente. Bon, c'est bon. Mais la question est, pourquoi est-ce qu'on veut comprendre la complexité du monde? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette connaissance plus pertinente? Et ça nous amène à une deuxième question, que c'est la question de comment est-ce que nous pouvons agir dans la complexité du monde. Et cette seconde question, c'est une question surtout d'ordre politique, je dirais. Nous voulons connaître pour agir et pour transformer les mondes. Donc, voilà un peu ça c'est un peu l'horizon aussi de mon aventure intellectuelle, de mon chemin et de ma recherche. C'est dans ce parcours que j'ai rencontré Edgar dans l'année 2006, et puis quand j'ai commencé ma thèse, c'était Edgar qui m'a mené vers un sociologue de Toulouse que peut-être vous connaissez, le cher Pascal Rochereau. Et donc voilà les pourquoi du sujet politique dans ce dialogue. Allons-y à la deuxième question, les quoi. Quel est le problème? Comment est-ce qu'on peut problématiser la pensée politique d'Edgar? Je vais essayer de développer 4 réflexions, 4 grandes problématisations autour de la pensée politique d'Edgar. La première problématisation, je pars d'une observation que vous pouvez trouver dans l'œuvre Mes démons, qui a été publiée en 1994, où Edgar dit « Ma vie intellectuelle est indissociable de ma vie ». Et on peut trouver cette idée à plusieurs reprises dans l'œuvre d'Edgar, non? L'idée que Edgar le dit, je n'ai pas une carrière, j'ai une vie, j'ai une œuvre-vie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Edgar nous invite à penser les liens, si vous voulez, entre les contextes sociaux, politiques, économiques, et les contenus d'une pensée, d'une théorie scientifique, philosophique. C'est vrai que ça, c'est toujours présent dans la pensée de tout scientifique et de tout philosophe, mais je crois que ça c'est décisif dans l'œuvre-vie d'Edgar. Et si on ne comprend pas ces liens forts entre la vie, sa vie et sa pensée, on ne comprend rien. Donc, je crois que chez Edgar, il y a des expériences fondatrices de l'œuvre-vie d'Edgar. Et je dirais que sont l'expérience de la mort et l'expérience politique. Mais ces deux expériences, ce n'est pas des expériences abstraites, des objets conceptuels, ce sont avant tout des expériences vécues, des expériences qui ont perturbé sa subjectivité, son existence. D'un côté, la mort, je vais maintenant faire l'histoire longue, et c'est très, très, très incroyable autour de la mort de sa mère quand Edgar avait 9 ans. Et après, comment il découvre aussi l'histoire de sa naissance, de son accouchement, qui était liée aussi à la contradiction de la mort et de la vie. En tout cas, cette expérience décisive de la mort est devenue plus tard dans un objet intellectuel, dans un objet de pensée, qui se cristallise avec la publication en 1950 de L'Homme et la mort, les premiers livres d'Edgar comme chercheur au CNRS, et ce n'est pas les premiers bouquins d'Edgar qui s'étaient lancés en d'Allemagne en 1946-16. Mais l'importance de ces bouquins, je crois, c'est qu'ils catalysent une préoccupation anthropologique, et c'est un texte fondateur du champ de la socio-anthropologie de la mort. Et on peut trouver déjà dans les années 50 une préoccupation réelle d'Edgar pour les liens entre la biologie, la sociologie et l'anthropologie. Si on voit l'ensemble de l'œuvre-vie d'Edgar, ce projet de l'homme et la mort va être développé après dans la théorie de la complexité humaine.
en ce qui concerne la politique, Edgar publie en 1959 un bouquin qui s'appelle Autocritique, qui c'est une réflexion sur son expérience communiste dans le contexte de la résistance française et la Seconde Guerre mondiale. Et là, ce que je vais souligner, et ici c'est vraiment important, c'est que ce n'est pas évident les liens entre l'expérience politique communiste et le développement de la théorie de la complexité. Il n'y a pas un lien très clair, très évident, comme on peut le voir autour des sujets de la mort, ou ce qui lie les sujets de la mort jusqu'à l'idée de l'homo complexus et la complexité humaine. Mais je vais vous montrer, et ça c'est la deuxième problématisation, et je vais passer ça, c'est important, mais bon, on ne va pas avoir le temps, et que l'expérience politique, c'est décisif pour Edgar. En 1983, il publie De la nature de la ours. Et dans la première phrase de l'avant-propos, Edgar dit « Le communisme est la question centrale et l'expérience principale de ma vie ». Donc voilà, c'est une affirmation forte. Et je crois que cette affirmation nous permet de poser une question tout à fait pertinente. Comment l'expérience politique d'Edgar Morin a-t-elle influencé, modulé la structuration de sa pensée? Ça, c'est une vraie question pour dialoguer, pour y réfléchir, je crois. Donc, si vous voulez, dans cette question, nous avons un lien théorique entre l'expérience politique et ce qui va être ou qui va devenir la pensée complexe. Mais aussi, on peut ajouter une deuxième réflexion. De quelle manière l'élaboration progressive à partir des années 70 de cette théorie de la complexité organisée, de cette pensée complexe, fait évoluer aussi la pensée politique d'Edgar ou sa conception sur la politique et la démocratie. Donc, ce lien théorique nous amène à poser une autre question que je crois que c'est très important pour nous. Et le nous, c'est notre monde, notre civilisation aujourd'hui. Et je dirais, et ça m'inquiète beaucoup, hein, c'est une question pour moi, je dirais, existentielle. Quelle est la pertinence de la pensée complexe pour régénérer la démocratie au XXe siècle, dans notre siècle? Est-ce que la démocratie c'est assuré d'une fois pour toujours, ou c'est que la démocratie c'est quelque chose qu'il faut travailler pour la régénérer tout le temps? Et si c'est ça, de quelle manière on peut dire ce qu'Edgar appelle la pensée simplificatrice menace aussi la dégradation de notre forme de vie que c'est la démocratie. Bon, voilà une seconde question, je crois, de grande portée. Troisième problématisation. Je viens de montrer que la politique, c'est essentiel pour Edgar. Mais Edgar n'a pas écrit un bouquin, un traité systématique sur théorie ou philosophie politique. En revanche, ce qu'on va trouver chez Edgar, c'est plusieurs ouvrages politiques qui commencent avec Autocritique en 1959, puis on a un livre décisif que c'est Introduction à une politique de l'homme en 1965. Et puis voilà, on a plusieurs ouvrages, non? Pour sortir du XXe siècle, qui est réécrit comme pour entrer dans le XXe siècle, de la nature de la ours, penser l'Europe, la terre-patrie, la politique des civilisations, etc. Donc voilà, pour nous, ou pour vous, ou pour tous nous, qui nous intéressons à la pensée d'Edgar en général et à la problématique politique, émerge un problème pratique, un problème de méthode. Et comment est-ce que nous pouvons aborder la pensée politique d'Edgar d'une manière non simpliste? Est-ce que dans cette immense diversité de bouquins, est-ce qu'il y en a un fil conducteur de la pensée politique d'Edgar? Est-ce qu'on peut retrouver dans l'ensemble de ces ouvrages
et un ensemble organisé de conseils pour penser la politique. Bon, voilà la troisième question, problématisation que je vais partager avec vous. Et finalement, la quatrième problématisation, d'une manière provocatrice, je dirais que dans l'œuvre majeure d'Edgar, qui c'est la méthode, la politique, ce n'est pas vraiment traité, ce n'est pas vraiment intégré dans la méthode. Les grandes questions politiques, la démocratie, l'État, les pouvoirs, ne sont là. On a plutôt une pensée épistémologique, focalisée dans la vie, dans la nature, dans la connaissance, dans les idées, dans l'identité humaine, dans l'éthique. Mais où c'est la politique? Il n'y a pas un tome de la méthode que c'est la politique de la politique. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi si la politique et le communisme, c'était la question centrale de sa vie, la politique n'est pas dans la méthode? Est-ce qu'Edgar a oublié la politique dans la méthode? Non, je ne crois pas. Est-ce que donc l'épistémologie de la complexité est tout à fait déconnectée de la pensée politique d'Edgar? Est-ce que la méthode, c'est qu'un tronc épistémologique qui n'a pas aucune importance politique? Non, je ne crois pas. Je vais dire tout à fait le contraire. Je vais dire que la politique a une immense signification politique. Ça qui nous amène à penser les liens entre la connaissance et la politique, entre l'épistémologie de la complexité et la politique complexe. Mais, si vous voulez, on peut formuler ça de la manière d'une question. Quel est le lien, quel est le rapport entre cette épistémologie de la complexité, telle qu'Edgar la développe dans la méthode, et la pensée politique d'Edgar? Et je crois que pour traiter ça, pour essayer de nous approcher de cette question, il faut aller un peu au-delà d'Edgar, non? Au-delà d'Edgar. Nous enraciner dans sa pensée, dans son œuvre vie, mais je crois qu'il y a un espace de travail théorique et pratique qui concerne au développement d'une philosophie politique de la pensée complexe. Est-ce qu'on peut faire une politique complexe au niveau, je dirais, de la politique d'État, mais aussi de la pratique politique de tous nous comme citoyens? Et je crois que ça, c'est une interpellation très forte pour notre pratique, pour nos pratiques et pour la Université populaire Edgar Morin. Et donc, ici, je vais énoncer des buts d'une manière très, très simple qui révèle une intention que j'avais quand j'ai préparé cette conférence, que je dirais, d'une part, je voudrais surtout développer un objectif pédagogique, essayer de comprendre les noyaux théoriques et les concepts fondamentaux de la pensée politique d'Edgar. Et de l'autre part, il y a notre objectif plutôt, je dirais, philosophique, que c'est essayer d'interpréter les défis théoriques et pratiques de la pensée complexe pour régénérer la démocratie. Et d'abord, il s'agit de comprendre la pensée d'Edgar. Je crois que ça, c'est essentiel. Et puis, on doit essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut agir avec l'aide d'Edgar et au-delà peut-être d'Edgar. Donc, voilà. Et comment? Qu'est-ce que je vous propose pour traiter les problèmes que j'ai essayé de vous présenter et pour atteindre les buts que je viens de vous montrer? Je vais essayer de faire une approche morinienne à la pensée politique d'Edgar. Parce qu'on pourrait faire une approche non morinienne de la pensée politique d'Edgar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut parler de la pensée politique d'Edgar sans faire aucune référence à sa pensée anthropologique, éthique, épistémologique. Traiter la question politique d'une manière isolée, séparée. Je crois que ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible chez Edgar. Pourquoi? Parce que la pensée politique d'Edgar est liée à la totalité de sa pensée. Et c'est une totalité complexe. Non? Edgar le dit, la pensée complexe est une pensée qui relie
Carélie, comment? Bon, peut-être vous connaissez déjà ce principe de méthode qui dit Edgar. Edgar essaye toujours d'articuler ce qui est séparé et de distinguer ce qui est joint. Et c'est plus ou moins facile de le dire, mais c'est très difficile de pratiquer ça, hein? Parce que c'est un mouvement permanent. Et je vais essayer d'appliquer ça pour comprendre la pensée politique d'Edgar. Je crois qu'on doit distinguer la pensée politique d'Edgar de deux autres aspects de sa pensée. Disons notamment sa pensée anthropologique, épistémologique et éthique. Mais en même temps, on doit relier la pensée anthropologique, épistémologique, éthique d'Edgar à sa pensée politique. Et je crois que ça, c'est un exercice, un essai d'exercice d'une pensée complexe pour penser la pensée d'Edgar. Donc, j'ai essayé de conceptualiser 6 noyaux théoriques qui modulent un peu ma stratégie argumentative, qui sont, voilà, vous les savez là, les liens entre l'autocritique politique et la pensée complexe, les liens entre politique et anthropologie, les liens entre politique et contradiction, les liens entre politique et incertitude, les liens entre politique et l'avenir, et les liens entre politique et connaissance. Je crois que ce sont des grands sujets qui sont présents dans la pensée politique d'Edgar. Donc, je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour vous présenter quelques idées autour de ces noyaux théoriques. Le premier noyau, les liens entre l'autocritique politique et la pensée complexe. Pour moi, il y a un lien très fort, très important entre un bouquin qui c'est autocritique et le développement de la méthode. Ou si vous voulez, entre cette autocritique politique qu'Edgar élabore à partir de son expérience au sein du Parti communiste et le développement de la méthode qui commence en 1977 et continue jusqu'à 2004, au moins dans les 6 tomes de la méthode. Ça que je viens de dire, c'est un peu étrange, hein? Ce n'est pas forcément évident. Nous savons qu'il y a un vide, un gap entre un bouquin plutôt autobiographique et l'épistémologie de la complexité. Et au milieu, nous avons presque 18 années. Mais je vais dire, pour le dire d'une manière synthétique et autocritique, c'est un bouquin que je vous invite à lire vivement. Je crois que dans l'autocritique, il y a 2 problèmes décisifs qui vont être constitutifs de ce qu'Edgar appelle la pensée complexe. Les problèmes de la réflexivité et les problèmes de la contradiction. Et je crois que ces 2 problèmes, la réflexivité et la contradiction, ont une profonde signification politique pour penser la démocratie. Je vais maintenant me focaliser dans les problématiques de la réflexivité et on va parler de la contradiction après. Je vais souligner aussi que ce bouquin autocritique, c'est un bouquin, je crois, très peu lu, au moins beaucoup moins connu que des autres ouvrages d'Edgar, et d'habitude mal compris, parce que c'est un bouquin qui s'est classé comme une autobiographie. Et je crois que c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas qu'une autobiographie. C'est un essai où Edgar Morin essaye de se prendre lui-même comme un objet d'auto-observation. Et pourquoi Edgar fait ça? Bon, Edgar fait ça parce que dans les années 30 et dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, il était vraiment très critique au même temps du fascisme et du communisme. Mais vers l'année 1941, lui, il a fait une conversion vers le communisme. Et lui, il a adopté le stalinisme. Edgar dit, j'ai dû faire une conversion intellectuelle que je croyais rationnelle.
et en fait était mystico-religieuse pour adhérer au nouveau messianisme qui promettait l'émancipation de l'humanité. Comment lui, qui se croyait rationnel, a pu, voilà, développer ce mécanisme psychocognitif, rationalisant, voilà, pour croire dans le stalinisme. Donc ici apparaît, je crois, un problème au niveau personnel, au niveau de la subjectivité d'Edgar, un problème qui est au cœur de la pensée complexe, qui est le problème d'une raison, de la raison fermée, d'une raison dogmatique, qui est opposée à l'idée d'une raison ouverte, qui serait la pensée complexe. Donc, quel est le grand apprentissage de l'autocritique, dit Edgar? C'est essayer de comprendre comment un processus mental rationalisant peut nous faire abandonner la rationalité, sans que nous avons conscience de ça, non? Et même obéir à une inspiration religieuse. Donc là, ici, je crois qu'il y a un vrai problème, je dirais, épistémologique, que c'est le problème de la rationalisation, de comment la raison se dégénère dans une rationalisation qui veut essayer, que se dogmatise, qui essaye de contrôler, de manipuler. Et ça, c'est une problématique qu'Edgar n'abandonne jamais, je crois. À la fin d'Autocritique, Edgar dit le suivant. Toutes les structures de ma vision du monde ont été affectées par une réaction en chaîne de désintégration. Ça, pour moi, c'est très fort. Et c'est ça qui m'amène à essayer de vous montrer, pour moi, l'importance épistémologique de cette autocritique politique. Parce que, à la fin, qu'est-ce que fait Edgar dans l'autocritique? Il nous montre que la auto-observation est une condition de possibilité d'un exercice autocritique de notre propre pensée. Sans auto-observation, il n'y a pas d'autocritique possible. Et si ce processus autocritique est lié à un aspect décisif de notre vie, de notre existence, de notre pensée, l'autocritique peut nous amener à une crise totale. Une crise totale de notre pensée et une crise totale de notre subjectivité. Ce n'est pas que je fais une autocritique de manière contemplative, très tranquille. Ah oui, je révise, mon structure de pensée collapse et je suis tranquille. Non, non, c'est ma vie qui collapse. Ça veut dire qu'il y a, je crois, une dimension émotionnelle et subjective très forte dans ce processus d'autocritique qu'on pourrait essayer de relier à ce qu'Edgar appelle ou conceptualise après comme le changement du paradigme, le changement des modèles mentaux. Donc je crois, et ça c'est, je crois, provocateur, que dans l'autocritique, on commence à voir les graines, l'émergence d'un principe épistémologique de la pensée complexe qu'Edgar va à conceptualiser après dans la méthode comme cette nécessité de l'inclusion de l'observateur dans l'observation, de l'introduction réflexive du sujet dans l'objet de connaissance, de qu'il n'y a pas de processus critique sans des processus autocritiques. Ça, pour moi, c'est intéressant aussi pour penser la politique. En tout cas, on peut faire les points, la pensée complexe est, avant tout, une pensée réflexive et une pensée autocritique. Et je crois qu'ici, on peut poser une vraie question, je crois, politique. Est-ce que la problématique de la réflexivité de l'autocritique a des significations politiques? Ou c'est pas qu'un truc, voilà, de réflexion philosophique? Et je crois qu'on peut mettre ça dans des termes plus forts. Est-ce que la réflexivité et la critique, ce sont possibles dans un régime totalitaire ou autoritaire? Ou l'exercice réflexif et autocritique est lié
à la démocratie. C'est vrai, dans les bouquins autocritiques, c'est un exercice au niveau individuel, au niveau de l'individu, au niveau du sujet individuel. Mais on doit poser la question, qu'est-ce qui implique une pensée réflexive et autocritique au niveau des groupes, au niveau des partis politiques, au niveau des mouvements politiques? Est-ce que les partis politiques des démocraties occidentales ont une pensée réflexive et autocritique? Et pour le dire dans la traduction d'Edgar à laquelle je adhère, est-ce qu'on peut penser à régénérer un projet de gauche, un projet socialiste, un projet d'émancipation de l'humanité sans une pensée réflexive et autocritique? Est-ce que la gauche peut reprendre l'idéal de l'émancipation de l'être humain sans un processus vraiment autocritique? Est-ce qu'aujourd'hui la gauche ne se dégrade pas elle-même quand défend les tyrannies de gauche, les autocraties de gauche? Ça, c'est un problème majeur pour la politique aujourd'hui, et pour la politique de gauche surtout. Donc je crois que dans l'autocritique, on commence à voir qu'il y a, je crois, des significations politiques et des significations épistémologiques. Mais ici, on peut poser un défi pratique pour tous nous, qui nous intéressons à la pensée complexe, qui travaillons dans des groupes, dans des équipes professionnelles ou académiques. Comment mobiliser ce principe, je dirais, épistémo-politique de la réflexivité, de l'autocritique dans nos propres pratiques? Comment est-ce qu'on peut observer notre observation? Comment est-ce qu'on peut penser notre propre pensée? Ce qui est décisif chez Edgar. Et si vous voulez, comment est-ce qu'on peut créer des dispositifs de pensée complexes dans les pratiques sociales à laquelle nous sommes engagés? Voilà, je dirais, un défi politique et citoyen pour tous nous. Deuxième noyau, le lien entre la politique et l'anthropologie. Ici, on commence à faire les liens. Dans la dernière page d'autocritique, Edgar dit « Je ne peux pas formuler un programme ou même une théorie, mais j'aimerais contribuer au développement d'une politique de l'âge du fer planétaire. » C'est qu'on sait, l'âge du fer planétaire, qu'Edgar va reprendre plusieurs fois, était déjà un autocritique. Mais ce que je vais souligner, que autocritique, c'est un moment de déstructuration, de perturbation, de chaos. Ce n'est pas un moment de construction. Le moment de construction va venir 6 ans après, avec la publication en 1965 d'Introduction à la politique de l'homme, où on commence à trouver un lien très fort entre politique et anthropologie. Quelle est la thèse centrale de cet ouvrage? Edgar dit qu'il y a un processus de politisation et de planétarisation des problèmes fondamentaux de l'humanité. Et quels sont les problèmes fondamentaux de l'humanité? Les problèmes qui sont liés à la vie et à la mort. À la vie et à la mort des personnes et de l'espèce. Donc je dirais de manière rigolosa que je crois que même avant, à peu près 18 années avant que Foucault donne les séminaires au Collège de France sur la naissance de la biopolitique, il y avait déjà une pensée biopolitique chez Edgar. La dimension de la vie comme problème politique, et je dirais aussi la dimension planétaire des problèmes politiques. Ça, je crois, ce n'était pas tout à fait évident dans les années 60. Et là, Edgar fait une innovation conceptuelle. Lui invente ce concept d'anthropolitique. Et qu'est-ce que c'est l'anthropolitique? Il faut souligner aussi que Edgar n'avait pas encore le concept de complexité.
Il commence à réfléchir en termes de complexité dans les années 70, après la visite à l'Institut Salk aux États-Unis, et surtout avec la publication du Paradigme perdu en 1973. Mais sans doute, c'est avec la méthode à la publication en 1977 que la complexité devient un concept explicite. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas les concepts de complexité chez Edgar. Mais on peut voir qu'il va vers la complexité. Il dit que l'anthropolitique, c'est une politique multidimensionnelle de l'homme, une politique de développement de l'être humain, une politique de l'espèce dans le devenir planétaire, non? Cette idée de multidimensionnalité, c'est un peu, je crois, avant qu'Edgar découvre ou conceptualise la complexité. Et je crois qu'une idée importante de l'anthropolitique, c'est aussi le lien qui fait Edgar entre l'anthropologie et la politique. Disons, dans toute pensée, dans tout discours, dans toute action politique, il y a toujours implicite une conception d'être humain, une conception anthropologique. Donc ça commence à être intéressant parce que si nous voudrions, comme veut Edgar, formuler une nouvelle politique pour l'humanité, cette nouvelle politique demande un nouvel point de départ anthropologique. Non? La réflexion anthropologique va être importante pour repenser la politique. Non? Et je crois que dans la pensée politique d'Edgar, il y a des grandes étapes, non? L'anthropolitique avant et après la méthode, non? Quand le concept de complexité devient central. Et qu'est-ce qui change? Ou de quelle manière, disons, la théorie de la complexité organisée qui Edgar commence à construire avec la méthode fait évoluer la pensée politique d'Edgar. Je crois qu'elle lui amène à montrer d'une manière plus claire les liens entre politique, anthropologie et éthique. Et d'une manière synthétique, on peut dire qu'Edgar arrive un peu à ce schéma, non? Le développement d'une éthique complexe, qui Edgar appelle anthropoétique au niveau de l'espèce, et d'une théorie de la complexité humaine, c'est-à-dire de l'anthropologie complexe, vont nourrir l'idée d'une politique complexe qui Edgar n'appelle plus l'anthropolitique, mais il commence à utiliser des autres concepts comme politique de l'humanité et politique des civilisations, non? Surtout politique des civilisations. Edgar dit que la politique des civilisations n'est pas un modèle, n'est pas un projet de civilisation. C'est un essai c'est un essai théorique, disons, elle dit textuellement, pour la reconquête du présent, la régénération du passé, la reconstruction du futur, non? Donc, cette politique complexe, si on doit la résumer, c'est une politique qui essaye de penser une temporalité multiple, les courts, la moyenne et la longue durée, les longs termes, des multiples niveaux politiques, la micropolitique, la mésopolitique, la macropolitique, une politique qui essaye d'intégrer ce concept trinitaire de l'identité humaine, individu, société, espèce, une politique qui essaye de s'approprier de cette idée de l'homo complexus, de l'être humain comme sapiens demens, et une politique qui essaye de dialoguer avec l'incertitude et la contradiction. Et on va vers là, les problèmes de la contradiction comme problème politique. Et je crois que le problème de la contradiction, c'est aussi un problème qui est au cœur de la vie et de l'œuvre d'Edgar Morin. D'abord, le problème, la contradiction vie-mort, non? Qui est, encore une fois, liée à sa propre expérience vécue, la mort de la mère et sa propre mort quand il est né mort, dit lui, non? Je suis né mort.
Mais finalement, j'ai vécu, non? La contradiction vie-mort, la contradiction civilisation-barbarie, la contradiction biologie-culture, la contradiction réel-imaginaire, la contradiction sapiens-démence, autonomie-dépendance, etc. Il y a beaucoup de contradictions qui Edgar essaye d'y réfléchir, non? Et lisons encore une fois la dernière page de Autocritique. Edgar dit: ce qui reste de cette désintégration en chaîne, c'est l'idée de dialectique, mais non pas la synthèse préfabriquée a priori, mais l'idée de contradiction qui se forge aujourd'hui en une philosophie de la relativité et de la contradiction. Donc, tous ces collapses de son modèle mental, de son paradigme, ce qui continue, c'est l'idée de contradiction. Et c'est ça, non? Cette idée de contradiction va être centrale pour élaborer les concepts de dialogique dans la méthode. Non? Il y a des contradictions sans synthèse. Il y a des contradictions que la pensée ne peut pas surmonter. Il y a des contradictions qui demeurent et qui sont constituées de phénomènes. Et la dialogique, c'est quoi? C'est ça. C'est l'essai de penser des instances, des problèmes, des phénomènes, des concepts qui sont à la fois complémentaires et antagonistes. Donc, on peut résumer, on peut dire, évidemment, la pensée complexe, c'est une pensée dialogique. Et là, on peut poser la question, et ça, pour moi, c'est vraiment pertinent et intéressant. Et quelles sont les conséquences pour la politique d'intégrer la contradiction? Quelles conséquences a pour notre manière de penser, mais aussi d'agir en démocratie, cette idée dialogique de qu'il y a des contradictions sans synthèse possible, de que la contradiction est constitutive de la société et qu'il n'y a pas de synthèse absolue, il n'y a pas... Bon, voilà. Il y a un chemin long que je ne peux pas le faire maintenant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de réfléchir sur ce problème de la contradiction politique dans le lien connaissance, éthique, action et dans le lien, si vous voulez, le problème de la contradiction au niveau de l'individu, au niveau de la société, au niveau de l'espèce. Mais je vais dire qu'une chose, je vais me focaliser ici, le problème de la contradiction dans les plans sociétal, qui c'est les plans les plus politiques, disons. Et je voudrais réfléchir avec vous sur ça. Qu'est-ce qui implique en termes de notre vie en société qu'il n'est pas possible de surmonter toutes les contradictions sociales? Edgar le dit d'une manière très forte dans l'introduction à la politique de l'homme. Il n'y a pas de paradis céleste ou terrestre. Il n'est pas de paradis, voire dans les ciels, voire dans la terre. La seule synthèse possible, c'était la mort. Ce n'est pas possible, voilà, éliminer la contradiction de notre vie en société. Et je crois que là, on a la piste pour penser une démocratie complexe, mais surtout une démocratie de la vie quotidienne. Parce que une chose, c'est penser les problèmes de la contradiction au niveau des conseils. Je n'ai aucun problème. Je suis dans mon bureau et j'ai réfléchi sur la contradiction dans des conseils. Mais une fois que je sors à la vie réelle en société, les problèmes clés de la démocratie est qu'est-ce qu'on va faire avec l'autrui? Ça veut dire avec les sujets, l'autre contradictoire. Et qui est cet autre contradictoire? C'est qu'il y a une autre idée de futur, c'est qu'il y a une autre éthique, c'est qu'il y a des autres idées politiques, des autres idées religieuses. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette autre contradictoire? La réponse totalitaire, c'est il faut l'éliminer. Il faut
il faut les supprimer. Mais même en démocratie, il peut y avoir des réponses moins évidentes. Il faut les silencier. Mais on ne va pas dire que vous devez garder silence. La société crée des mécanismes pour essayer de discipliner l'autre contradictoire. Et vous allez apprendre à garder silence quand vous sentez que votre opinion est minoritaire par rapport à une majorité qui est là. Donc là, je crois, il y a un vrai problème. On ne peut pas, il faut renoncer donc à une finalité historique. Il n'y a pas de point d'arrivée historique et nous sommes condamnés à vivre avec la contradiction sociale. Et ça implique apprendre à dialoguer, à comprendre, à vivre avec l'autre contradictoire. Ça, c'est pour moi un aspect important pour y réfléchir. Je vais aller vite pour essayer de conclure les points suivants. Non. Oui, Léo, Pascal. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Prends le temps que tu souhaites. Ok. Et, bon, nous allons vers les liens entre politique et incertitude. Cette dimension de l'incertitude qui est importante chez Edgar, qui est importante la dimension de la certitude. Ou si vous voulez, la pensée simplificatrice pour Edgar, c'est une pensée qui essaie de capturer la certitude. Et la pensée complexe, c'est une pensée qui essaie de dialoguer avec l'incertitude. Et la question, c'est bon, quelle est la signification politique de l'incertitude? Et je voudrais tirer votre attention sur trois liens, trois dimensions, que c'est le lien entre action-incertitude, connaissance-incertitude, réalité et incertitude. Dans ce qui concerne les liens entre action et incertitude, Edgar nous propose un concept essentiel dans son œuvre, qui c'est le concept de l'écologie de l'action. Et qu'est-ce que veut signifier Edgar avec ce concept? Que l'action, dit Edgar, échappe au contrôle de l'acteur, qu'il y a toujours des effets qu'on n'attend pas, et même des effets contraires à notre volonté. Donc, là, il y a une idée intéressante il ne faut pas confondre, il faut toujours distinguer entre la volonté de l'acteur et la conséquence de l'action. Ou si vous voulez, entre les motivations subjectives d'un acteur social et les conséquences de son action. Je crois que ça, c'est très important pour penser aussi la politique publique, parce que ce n'est pas suffisant d'avoir une politique publique bien intentionnée. La politique publique peut avoir aussi des conséquences contraires aux valeurs éthico-politiques qui l'animent. Et il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire qui nous permettent d'illustrer ça, non? Même des politiques publiques qui se sont fondées sur des connaissances scientifiques vraies, on a eu des conséquences sociales terribles. Donc Edgar conceptualise des principes pour agir dans l'incertitude. Le premier principe nous amène à voir que les résultats de l'action dépendent pas seulement de ce que l'acteur veut faire, mais aussi des contextes. Et dans les contextes, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne contrôle pas. Et le deuxième principe, c'est que les effets d'une action à long terme, ce sont imprévisibles. On ne peut pas prédire les conséquences d'une action sociale. Je crois que là, avec cette idée de l'écologie de l'action, il y a des conséquences fortes pour repenser la politique. Parce que, d'une manière synthétique, on peut dire que notre manière de penser et de construire la politique est liée à, disons, une conception du monde moderne, un paradigme moderne, dit Edgar, qui essaye de chercher, de saisir la certitude dans le monde, l'ordre dans le monde et la linéarité des processus. Non? Et notre politique est surtout construite sur ça. La politique
essaye de contrôler et de prédire le social. Mais le social est complexe. On ne peut pas les contrôler un système complexe et on ne peut pas prédire un système complexe. Donc, ça devient intéressant, ça devient un vrai défi théorique et pratique. Comment réformer la pensée des politiques pour essayer de créer une culture politique qui ne veut pas prédire et contrôler, mais qui essaye de gouverner sans contrôler dans l'incertitude du futur. Ça, c'est, je crois, un défi intéressant pour la démocratie. Dans la méthode, et surtout dans le tome 3 de la méthode, Edgar fait un lien très fort entre la connaissance et l'incertitude. Il dit d'une manière très claire que toute connaissance est menacée pour les risques de l'erreur et de l'illusion. Et que le propre de l'erreur et de l'illusion est de ne pas se montrer comme tel. C'est un peu, si vous voulez, le problème qui était déjà dans l'autocritique. Je peux croire que je suis rationnel, surtout si j'ai un doctorat et si je suis un scientifique. Voilà, j'ai la raison, les lumières, la vérité de la science. L'erreur et l'illusion, c'est un problème, voilà. Des autres, ce n'est pas mon problème. Si je suis un intellectuel. Hein? Et si on va fonder une politique dans la science, voilà, il n'y a pas d'erreur et d'illusion. La politique peut contrôler et peut prédire parce qu'elle est fondée dans des connaissances scientifiques objectives et vraies. Bon, Edgar dit le contraire. Il dit que la connaissance peut dégénérer, la pensée rationnelle peut dégénérer, et là, on trouve un principe qui Edgar reprend beaucoup de fois, tout ce qui ne régénère pas dégénère. Il faut nous régénérer pour éviter de générer. Là, je crois que c'est à la fois un message épistémologique et un message politique. Et pour le dire d'une manière synthétique, chez Edgar, il y a une critique profonde à la raison, à la pensée rationaliste. Mais chez Edgar, la critique à la raison ne conduit jamais à une pensée irrationnelle, ne conduit jamais à une pensée relativiste, ne conduit jamais à une pensée, disons, postmoderne. Au contraire, la critique profonde de notre pensée et de la raison lui amène à essayer de régénérer une raison complexe, à complexifier l'exercice de notre pensée rationnelle. Et dans les plans, disons, scientifiques, Edgar nous propose le défi d'une connaissance de la connaissance. C'est le titre de la méthode 3. Non? Et qu'est-ce que c'est la connaissance de la connaissance? Pour Edgar, c'est une connaissance complexe. Et qu'est-ce que c'est une connaissance complexe? Une connaissance qui essaye en même temps de relier les processus d'objectivation et de réflexivité. C'était un peu aussi les graines qui étaient déjà notre critique, non? On doit essayer de comprendre la complexité du monde, mais aussi on ne peut pas laisser de réfléchir sur notre manière de penser, d'observer, de connaître. Donc là s'ouvre un espace d'action. Est-ce que cette connaissance réflexive peut amener une politique différente? Bon, je crois que oui. Je crois que oui. Réalité, incertitude. Edgar travaille sur ce qu'il appelle le réalisme complexe. Et il y a une incertitude du réel. Au contraire du positivisme, où la certitude s'est fondée dans l'évidence empirique qui venait de la réalité, Edgar travaille avec une dialogique, encore une fois, entre les possibles et l'impossible, les probables et les improbables. Et c'est intéressant de voir ça, non? Les possibles, ce n'est pas la même chose que les probables. L'impossible, ce n'est pas la même chose que l'improbable. Nous sommes, je crois,
plus accostumés à le langage de la probabilité, l'improbabilité à partir de les statistiques. Mais Edgar nous amène à montrer qu'il y a des possibilités qui sont vraiment très improbables. Et les changements les plus profonds, les plus importants dans l'histoire politique et des connaissances de l'humanité ont commencé avec des événements rares, des événements qui, voilà, n'étaient pas au milieu de la distribution normale, mais voilà, qui étaient très improbables. Et là, ils fondent un principe d'espoir, qui Edgar le dit d'une manière très belle à mes yeux, qui dit « Mon espoir se fonde dans la possibilité de l'improbable. Il faut toujours travailler sur l'improbable. » Et voilà. Donc, qu'est-ce que c'est l'improbable? Qu'est-ce que c'est l'improbable pour nous? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur l'improbable? Je dirais, bon, je ne sais pas, s'il y a 20 ans, on disait on va créer une université populaire à Edgar Morin pour essayer de relier la connaissance scientifique et l'action citoyenne. Bon, ça c'était un improbable. Mais 20 ans après, l'université populaire commence à naître. C'est ça la portée politique de la pensée d'Edgar. Et la politique et l'avenir aussi, vous voulez, les problèmes du futur comme un problème central de la pensée politique. Et voilà, ici il y a plusieurs des choses à dire, non? Je crois que ça c'est plutôt mon interprétation, hein? je le souligne. Mon interprétation de la pensée d'Edgar n'est pas forcément ce que Edgar dit. Je crois que la modernité est à la fois une révolution scientifique et politique. Et que la pensée politique moderne est vraiment très liée au paradigme scientifique moderne. Et pour Edgar, la science classique, comme il l'appelle, est une science, une manière de connaître le monde qui est basée sur 3 piliers. L'idée de ordre, l'idée de certitude et l'idée de linéarité du progrès. Pour la science classique, la complexité, ce n'est pas un problème. La complexité, c'est un épiphénomène. La complexité, c'est... Les choses paraissent être complexes. Mais si on va à travers la complexité, après la complexité, c'est la simplicité. Les structures du monde est simple. Et la tâche de la science, c'est expliquer ce qui paraît être complexe pour l'invisible et simple. Donc, la tâche de la science est simplifier pour comprendre l'essentiel de la réalité. Donc, si c'est vrai ou si c'est possible, disons, et ça c'est la dimension de mon interprétation, toutes les philosophies politiques modernes ont été fondées sur ce paradigme scientifique. Soit les philosophies politiques de gauche, de droite, soit les projets socialistes, soit les projets libéraux. Et toutes les philosophies politiques et la pratique politique dans le XXe siècle ont essayé de donner des sens à notre monde et à l'avenir à partir de cette idée de ordre, certitude et linéarité. Si on était marxiste, on va vers la révolution et à la fin, c'est la société sans classe et c'est le paradis dans la terre. Voilà. Si on est libéral, dans l'avenir, c'est le marché qui va réguler tous les liens entre les êtres humains et on va trouver, voilà, une harmonie dans la société des marchés. Mais on avait la certitude la certitude autour de nos représentations partagées des futurs. Et ce que je vais souligner, que la crise, Edgar dit, la crise de la civilisation. La crise de la civilisation est une crise politique. Et cette crise politique est une crise de notre manière de penser. De notre manière de penser et de notre manière de penser les futurs. Parce qu'à la fin, le futur, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le futur?
je crois que la politique est avant tout un effort, un essai de construire le futur. Et à la fin, la politique est donc liée avec l'espoir. Pourquoi avec l'espoir? Parce que l'espoir est fondé sur la possibilité que les demain soient différents aujourd'hui, que le futur c'est différent au présent de notre existence. Si on peut changer le futur, nous sommes là dans les domaines vraiment, je crois, politiques. Donc la question c'est si ce paradigme de la complexité, comme on l'appelle Edgar, peut amener à un nouvel paradigme politique. Je crois que oui, mais ça implique changer notre point de vue, notre manière de penser le futur, depuis, je dirais, la contradiction et l'incertitude. Pour Edgar, tout ça est lié à cette idée qu'il appelle la Terre-Patrie comme communauté de destin planétaire. Pour Edgar, ce paradigme politique moderne a amené à une religion du salut terrestre. Et qu'est-ce que c'est la religion du salut terrestre? Pour Edgar, lui, il fait une critique profonde au marxisme. Au marxisme et à toute conception messianique de la politique qui cherche à construire un paradis humain sur la Terre. Et pour Edgar, le marxisme et les communistes ont constitué les plus grandes religions politiques dans le XXe siècle. Parce qu'il y avait une messie qui c'était le prolétariat, une apocalypse que c'était la révolution et un paradigme que c'était la société sans classe. Donc Edgar fait une distinction entre ce qu'il appelle la religion de premier type, qui sont les religions des saluts célestes, les religions théistes, la croyance en Dieu, la religion du salut terrestre, que c'est le messianisme politique, et ce qu'il appelle la religion de la perdition terrestre, que c'est l'évangélie de la perdition de la terre patrie. Et c'est quoi cet évangélie de la perdition? Bon, dans des mots d'Edgar, et il faut retrouver, dit Edgar, la finitude terrestre et renoncer aux fausses infinites. La vie est possible dans la terre. Sans la terre, la vie humaine n'est pas possible. Nous devons être frères. On commence à voir cette dimension aussi d'une éthique de la fraternité, d'une éthique de la solidarité, ou comme dit Edgar, l'éthique complexe est une éthique de la reliance. Nous devons nous relier entre nous, nous devons être frères, non parce que nous serons sauvés, mais parce que nous sommes perdus. Nous sommes perdus dans la terre, dans le cosmos, et la seule manière de vivre, c'est ici, ensemble. Et il n'y a pas de salut si ce terme signifie échapper à la perdition. Parce qu'à la fin, tout va mourir. Le soleil va mourir. C'est la thermodynamique du cosmos. Et la planète va mourir. Et donc nous sommes perdus. Mais on peut éviter la mort prématurée de l'humanité. Je crois que cette idée de gaz, c'est intéressant, c'est controversé, mais au moins en Amérique latine, je crois que cette dimension d'une religion de perdition terrestre a permis de rapprocher la pensée d'Edgar vers les pensées catholiques qui dans l'Amérique latine est très fort. Et je crois que ça explique aussi pourquoi ce sont surtout des universités catholiques, des universités confessionnelles en Amérique latine qui sont essayé de reprendre quelques idées d'Edgar. Mais bon, ça c'est un problème intéressant de penser les liens entre politique et religion. Non? Et voilà la dimension, je crois qu'ici on retrouve la dimension politique de la pensée complexe. Les défis de réenchanter notre futur, de régénérer une politique d'espoir, de repenser un avenir ouvert à la contradiction, à la non-linéarité du temps, à la possibilité de l'improbable et à l'incertitude du futur.
Ça, c'est la dimension, je crois, politique de la pensée complexe. Et finalement, le lien entre politique et connaissance. Et ça, c'est un diagnostic très fort, non? Chez Edgar, qu'on peut résumer avec ce schéma. Pour Edgar, il y a une cohérence, une adéquation profonde entre les caractères complexes des problèmes fondamentaux de la société et de l'humanité et notre manière de produire et d'organiser des connaissances. Autrement dit, nous avons des problèmes complexes, mais nous avons des connaissances disciplinaires et spécialisées. La science a progressé pour spécialisation disciplinaire. Et pourquoi? Parce que, ça c'est une hypothèse, Edgar ne le dit pas forcément comme ça, mais c'est une interprétation plausible. Et parce que les connaissances disciplinaires et spécialisées construisent un type de connaissance instrumentale qui peut manipuler, intervenir sur le réel, soit la biologie moléculaire, soit la technologie numérique, soit les sciences cognitives, soit l'ingénierie sociale. Non? Notre langage, on dirait, cette connaissance spécialisée rendre fonction avec une rationalité instrumentale, orientée à la manipulation et au contrôle. Et en paix, ça commence à avoir des conséquences, pas seulement épistémologiques, mais aussi des conséquences institutionnelles pour notre manière, ou pour la manière occidentale d'organiser la science et l'université. On peut dire l'université est organisée dans des départements verticaux de connaissances et produit des bons professionnels, les médecins, l'avocat, l'architecte, etc., des professions libérales, si vous voulez. Mais les problèmes qui émergent des pratiques sociales, ce sont des problèmes qui vont à travers de ce département de connaissances. Non? Les problèmes complexes, ce sont des problèmes transdisciplinaires. Mais l'université est organisée de manière disciplinaire. Donc ça pose de vrais problèmes. Et nous amène aussi à avoir un vrai problème entre la science que nous avons et la politique que nous avons. Parce que quand on dit non, pour faire une bonne politique, nous avons besoin de la science. OK. Et la question c'est de quelle science? De quelle science? Parce que le défi de la politique, c'est essayer de comprendre et de gouverner des problèmes complexes. Mais quand la politique si est-ce qu'elle va vers la science, ce qu'elle trouve, c'est en sciences disciplinaires spécialisées. Et la question, c'est si des connaissances disciplinaires spécialisées sont suffisantes pour gouverner des problèmes complexes et pour transformer des problèmes complexes. Edgar dit que non. Pourquoi? Et ça, c'est un conseil qu'il propose Edgar. Parce que cette manière de connaître développe une intelligence aveugle. Les connaissances progressent, il y a un progrès des connaissances, mais il y a aussi un progrès de notre ignorance. Et, disons, la politique fondée sur des connaissances techniques et spécialisées a de fortes limites pour la compréhension systémique de la complexité des problèmes. C'est ça qu'il dit Edgar. Donc, voilà, ça commence à devenir complexe. Si nous devons construire une autre science pour construire une autre politique, et comment est-ce qu'on peut faire une autre science, une science complexe? Et comment est-ce qu'on peut faire une politique complexe? Edgar tire aussi l'attention sur ce qu'il appelle le déficit démocratique du savoir. Cet progrès incontrôlé et spécialisé des connaissances nous empêche d'une pensée sur la globalité des problèmes. Nous avons le droit de devenir un spécialiste, mais nous n'avons pas une culture de pensée, nous, je dis, notre école, notre université,
ne prépare pas les citoyens pour avoir une culture de pensée qui peut faire face au défi de la complexité des problèmes. C'est ça le central pour Edgar. C'est pourquoi la réflexion, je dirais, épistémologique, anthropologique, éthique et politique d'Edgar débouche sur un problème éducatif. Il faut réformer l'éducation, il faut réformer la pensée, les défis et comment est-ce qu'on peut créer une culture de pensée complexe, une raison ouverte pour essayer de dialoguer avec cette complexité. Je conclue avec cette idée. Pour le dire dans le langage d'Ilya Prigogine, non? Ilya Prigogine écrit un bouquin qui s'appelle La Nouvelle Alliance. Donc, on peut prendre le titre de Prigogine et dire que chez Edgar, il y a l'appel à une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance entre la science et la politique, entre nos manières, nos stratégies de connaître le monde et nos stratégies d'action et de transformation du monde. Et je crois que Edgar nous alerte aussi sur les risques de simplification de cette nouvelle alliance. Et quels seraient les risques politiques et épistémologiques de cette simplification? Bon, d'un côté, dire il faut dissoudre les problèmes politiques dans la science. Ça, c'est la technocratie. Il n'y a pas de politique. Il n'y a que des bonnes sciences. Tous les problèmes politiques peuvent être traités scientifiquement. Bon, ça, c'est un réductionnisme. Et l'autre réductionnisme, c'est un peu le réductionnisme en vertu. Le contraire, c'est essayer de réduire la science à la politique. La science doit être contrôlée par la politique. On a une politique avec des valeurs, je ne sais pas, les valeurs qui nous plaisent, de gauche ou de droite, pour les gens de droite, et nous avons besoin d'une science liée à cette conception de politique. Ça, pour Edgar, je crois, ça c'est aussi la barbarie, parce qu'il n'y a pas de liberté là. Ça, c'est une science qui est dominée par la politique d'une manière réductrice. C'est la science dans un État autoritaire. Donc, il y a une vraie question, c'est comment penser la complexité de ce lien entre science et politique, entre connaissance et action. Si est-ce qu'on peut conclure d'une manière, pour procéder à des réflexions finales, et pour penser les liens entre politique et complexité, je vais faire 3 points. Edgar dit, je suis très attaché à cette phrase, relier, toujours relier. Non? Relier, c'est essayer de connecter à nouveau ce qui a été séparé. Et chez Edgar, il y a surtout cette idée de relier les connaissances. Non? La reliance est surtout épistémologique. Mais à mes yeux, la reliance est aussi un défi éthique et politique. C'est nous qui nous devons relier pour agir ensemble. La reliance est en valeur politique et en valeur collective. On doit concevoir une stratégie d'action collective pour agir dans le monde, pour connaître le monde et pour agir dans le monde. À la fin, la complexité, c'est quoi? Je crois que c'est un mot, un concept qui vient à provoquer, à perturber, à déstabiliser ou qui nous donne la possibilité de perturber nos modèles mentaux, ce qu'Edgar appelle paradigme. Et si la complexité nous provoque, parfois nous amène à ce processus de désintégration en chaîne qui disait Edgar, et nous amène à essayer de penser autrement. Donc, je crois que la pensée complexe n'est pas une pensée normative. Ce n'est pas une pensée qui prescrit, qui nous dit qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faut faire. Et seulement suggère la possibilité de qu'il est possible de penser autrement, agir autrement, et connaître d'autres manières. Non? Et
Donc la pensée complexe, je crois qu'elle vient à provoquer, à perturber notre rapport au monde. Ça veut dire, ce processus d'objectivation, notre rapport aux autres, ça veut dire les liens éthiques, les liens sociaux, et notre rapport avec nous-mêmes, ce lien réflexif. Et, et, et ça, c'est bien sûr au-delà de la pensée d'Edgar, mais je crois que la politique de la pensée complexe aujourd'hui pourrait être une alternative aux, aux deux manières dominantes de penser la politique, que c'est le néolibéralisme économique et le populisme de gauche et de droite. Je l'ai dit de manière très très courte, non, mais je crois que le néolibéralisme et le populisme, soit de gauche ou de droite, ce sont des exemples d'une pensée simplificatrice dans la politique. Et la pensée complexe, c'est le contraire. Le problème, c'est que la pensée complexe d'Edgar n'est pas encore calée au niveau d'une philosophie politique et d'une pratique politique. Et le défi pour notre siècle, il est là, je crois. À la fin, qu'est-ce que voulons-nous et qu'est-ce que pouvons-nous faire ensemble? La complexité concerne à nous un défi collectif que nous devons développer ensemble. Bon, merci à vous tous pour votre attention, pour votre temps. J'ai oublié de vous dire que je suis... Est-ce que je vais... je ne sais pas si j'ai arrivé à quitter... J'ai quitté l'écran? Oui, je crois que oui. Ah, c'est très bien. Bon, je voulais... Ok. J'ai oublié de dire au début que je ne sais pas si vous savez que les Argentins, nous sommes la moitié espagnol, la moitié italien. Donc, c'est une combinaison un peu étrange de latinité, de passion, mais aussi, ça m'amène parfois à parler, comme dit Edgar, les fritagnols. Donc, excusez-moi, veuillez-vous m'excuser si j'ai inventé des mots français. D'habitude, si je ne trouve les mots, je mets l'accent français à des mots espagnols, mais en tout cas, j'espère avoir développé un discours plus ou moins compréhensible et provocateur et stimulant pour vous tous. Merci, merci Pascal et merci au public. Non. Non, cher Léo, c'est nous qui te remercions. Hein, et qui nous excusons encore de t'avoir fait attendre, mais on ne maîtrise pas tout. Et qui t'inviteront, si tu le peux, à revenir parmi nous, où tu es évidemment le très bienvenu. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Alors, tu as dit des choses passionnantes, bon, que je connais un petit peu, mais on a pour habitude, tu le sais, de donner la parole aux auditeurs, aux auditrices, pour qu'elles puissent te poser des questions. Alors, peut-être je serai amené à répéter ces questions. Je ne sais pas si tu entends bien ce qui sera dit. Hein, tu me diras. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une question qui se pose ici ou là? N'hésitez pas. Hein. Oui, Bruno. Oui, merci pour cet exposé. Il y a sans doute une différence entre la société aujourd'hui sociale, ce qui se passe en Argentine, et en France ou en Europe, qui fait que, on va dire, il y a des freins sans doute qui nous empêchent d'accéder à cette pensée, cette action complexe qu'il faudrait, entre parenthèses, ou qu'on devrait, ou qu'on a envie de mettre en place à travers des défis. Est-ce que le fait que tu as travaillé, que tu es venu en France et en Argentine, est-ce qu'il y a des différences ou des freins supplémentaires en France qui nous empêchent ou qu'il faudrait simplement voir d'un peu plus près?
est-ce que tu souhaites que je... Est-ce que tu as entendu? Non, j'entends qu'on parle, mais je ne peux pas Oui. distinguer les mots. Il y a beaucoup d'écho. Alors, c'est Bruno qui te demande, est-ce que, compte tenu de ton expérience française et argentine, tu considères qu'il y a des obstacles particuliers à la France dans la réception de la pensée complexe? Je ne sais pas s'il y a... Bon, écoute Pascal, est-ce que tu veux que, que le public pose différentes questions et après j'essaie de les intégrer? Oui, oui. On va faire ça comme ça, Après, on te 3-4 questions après. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est une première question. On va en prendre deux ou trois. Bonjour, je vais poser une question qui est un petit peu basée sur les aspects intersubjectivité, autocritique, etc., qui est une question de l'intimité du politique. En fait, l'action politique, c'est bien entendu des actions locales, plein de choses, mais c'est aussi le vote et l'isoloir. Et je pense qu'il y a une difficulté, une complexité, et y compris dans l'Assemblée ici, par rapport à cette intimité de la conviction politique qui fait qu'on peut déposer qu'un seul bulletin de vote et faire un choix, et que ce soit quelque chose avec quoi on a du mal à interagir à l'UPEM. Pourquoi ? Parce qu'en fait, annoncer une position politique, c'est quelque chose qui peut choquer. C'est quelque chose qui peut créer des tensions. Un exemple de tension, c'est la dernière ligne du dernier transparent alternative au néolibéralisme et au populisme de gauche et de droite. Moi, je suis très choquée par cette phrase. Bon, voilà. Et donc, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de l'UPEM, au niveau de ça, de comment on fait pour utiliser ce levier qui est le vote et gérer ça entre nous. Je sais pas, j'ai pas les mots pour décrire ce problème-là, mais on est obligé de faire un choix quand on met un bulletin de vote, mais ça ne veut pas dire que les autres sont impossibles en fait. Et avoir ce choix et pas avoir le même que la personne qui est assise à côté de moi, c'est quelque chose qui peut créer une tension et une complexité. Donc c'est vraiment la question de la conviction intime, de l'isoloir, etc. Bon, elle est un peu longue ma question, je suis désolée, finalement. Bon courage pour le résumé. Oui. Je vais être un peu arbitraire. Oui, bonjour. Question concernant les scientifiques. Enfin, on est un pays connu comme étant très cartésien. Et a priori, le cartésianisme, c'est quand même pas la voie idéale pour aller vers la complexité. Est-ce qu'il vous semble possible que les scientifiques, enfin, tous les gens formés et sur les bases du cartésianisme, puissent évoluer vers la complexité, ou est-ce que c'est quand même un chemin, un espoir ou une probabilité très faible, même si, comme dit la complexité, on peut toujours attendre que même les choses très improbables arrivent un jour? Autre question? Je regroupe un peu. Oui, Jean-Yves. Je ne sais pas si Leonardo, tu m'entends, mais... Non, mais je vais répéter ensuite. Il n'entend pas. Je souhaitais le remercier pour son brillant exposé sur une vision transversale de l'œuvre d'Edgar Morin, en suivant le fil de la question politique. Moi, j'ai trouvé que c'était très clair et très intéressant. Il a pointé le grave déficit démocratique du savoir dénoncé par Edgar Morin. Et alors, j'ai une question, c'est comment générer de la connaissance valable en partant d'une production foisonnante, brouillonne, anarchiste, une production citoyenne, une production de base, avec tous les risques de dérive,
possible et qui effraie tant les tenants de l'ordre épistémologique, l'ordre politique. Autrement dit, le citoyen doit-il passer par les méthodes, les réseaux, les codes de l'univers scientifique institutionnel et spécialisé pour être légitime, considéré, entendu? Ok, bon, je vais essayer de synthétiser les questions. Alors, je rappelle la question de Bruno, c'est y a-t-il des obstacles spécifiquement français à l'accès à la pensée complexe? La question de Catherine, si j'essaye de la mettre en mots pour ce que j'ai compris, c'est d'abord, elle a été choquée par ta phrase « la pensée complexe comme alternative au néolibéralisme économique et au populisme de gauche et de droite ». Ça, je te le dis. Peut-être que tu peux dire un mot là-dessus. Et sa question s'était posée la question de la dimension d'intimité de la politique. Et je dirais, au-delà même de l'intimité, le caractère simplificateur du choix qui consiste à mettre un bulletin dans l'urne. Hein, il y a donc cette dimension de l'intimité, cette dimension de la simplification. Pascal, cette dimension de quoi tu dis? Je n'ai pas compris là. Cette dimension de choix, de ouais. l'intimité et du choix. D'accord? Bon, elle posait une question qui a trait à l'UPEB, sur laquelle tu ne peux pas sans doute dire grand-chose. C'est la difficulté à coexister, ou plus exactement à agir ensemble avec des convictions politiques différentes. Et enfin, il y a une autre question qui est posée par Jean-Yves, qui te félicite de la qualité de ton exposé, et qui pose la question est-ce qu'on peut produire une connaissance valable, par exemple citoyenne, sans passer par les codes, les méthodes scientifiques et disciplinaires? Voilà, ok. Attends, j'ai oublié. Oui. Excuse-moi. Pas de problème. Thierry, poser une question qui nous concerne, nous scientifiques, c'est est-ce que si on a été formé à une épistémologie classique avec une dominante cartésienne ou quelque chose de cette nature, on peut évoluer vers une autre épistémologie, une connaissance complexe? Bon, tu es bien placé pour en parler, toi. Hein? Ok. Bon, je signale je signale qu'il était présent chez lui à 5h30 du matin. Hein. Vas-y, Léo. Ok, merci pour les questions, la réflexion que vous me proposez. Je ne sais pas s'il y a des obstacles spécifiques en France pour la réception de l'œuvre d'Edgar. Peut-être il y en a, mais je crois qu'il y a une difficulté, un obstacle majeur dans la réception de l'œuvre d'Edgar dans les milieux académiques en général. Et la question, c'est pourquoi? Parce que dans mon expérience, quand on parle avec un collègue scientifique, académique de l'université, avec la pensée complexe d'Edgar, la pensée complexe, ce n'est pas qu'une autre théorie. On peut parler de Habermas, Foucault, etc. Bon, Edgar, théorie de la complexité. Il ne fait pas vraiment la différence. Par contre, parfois, on peut dialoguer avec des acteurs
qui peuvent être scientifiques ou pas, qui se sont confrontés à une expérience complexe, à une complexité vécue, à des problèmes complexes, même s'ils n'ont pas lu Edgar, même s'ils ne connaissent rien de la théorie de la complexité. Il y a, je crois, certaines disciplines scientifiques qui sont plus ouvertes à la problématique de la complexité. Ici, on dit, je ne sais pas en France comment on appelle ça, les médecins qui sont dans les territoires, l'attention primaire de la santé, certaines les disciplines agronomiques qui sont confrontées à problèmes écologiques, etc. Et pourquoi on peut dire que ce type de gens est plus réceptif au problème de la complexité? Parce qu'il y a une complexité qui est déjà là au niveau de la pratique. Ça, pour moi, c'est intéressant parce que nous amène à réfléchir sur les liens entre la théorie et la pratique. À la fin, la théorie, c'est quoi? C'est une manière d'organiser au niveau conceptuel une expérience qui était déjà présente au niveau pratique. Donc, ça, pour moi, c'est une première chose. Et l'autre chose, qui c'est un peu lié à ce que j'ai essayé de dire, mais on peut le dire d'autrement à partir de cette question, parce que je crois que à la fin, un concept clé d'Edgar, évidemment, c'est l'idée de penser. Et la pensée, c'est quoi? C'est quoi la pensée? C'est une tâche qui est seulement limitée aux scientifiques intellectuels? Non, pas du tout. Tout le monde pense. Pense l'ouvrier, les maîtres, tout le monde pense. Donc, ça veut dire notre pratique de pensée est liée à notre existence, à notre manière de parler, à notre manière d'agir, à notre manière d'interagir. Ce que je vais souligner, c'est qu'il y a un lien profond entre la pensée et la subjectivité. Notre manière de penser est liée à ce que nous sommes, à notre subjectivité, à notre manière d'être, à notre ethos. Et je crois que ça c'est problématique. Parce qu'à la fin, la théorie de la complexité de Morand dit, si tu comprends ce que je viens de dire, tu peux comprendre, voilà, tu as le vocabulaire complexe. Mais tu peux parler un discours de sonorité complexe sans avoir une pratique complexe. On peut parler de chaos, de fractales, des systèmes complexes, des systèmes auto-organisés, etc. Mais au niveau des pratiques concrètes, on peut avoir une pratique simplificatrice. Et le problème est comment changer les pratiques. Et qui sommes-nous pour dire au tri, écoute, vous devez changer votre pratique, vous devez changer votre pensée. C'est une fonction comme ça. Ça, c'est un peu autoritaire, essayer de transformer l'autre. C'est qu'il y a, c'est un processus guerrier d'auto-éco-réorganisation du sujet. Chacun se forme et se transforme à partir de l'expérience. Donc, je crois que la complexité telle que la comprend Edgar, c'est difficile pour chacun, pour qu'à la fin, ce qui nous amène, c'est une révolution intérieure, spirituelle, affective de chacun. C'est ça qui est aussi un peu dans notre critique, comme je vais le montrer. Et je crois que dans les milieux académiques surtout, c'est un peu le contraire. Dans les milieux universitaires, personne ne veut dire « je suis ignorant, je ne connais pas ça ». Avant de dire « je ne connais », je mets des fois « ça c'est très intéressant, je ne comprends rien, c'est ce que vous disiez, mais mieux je ne dis rien ». Non? Et donc voilà. Et sur la question pensée complexe, populisme et néolibéralisme, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais je vais essayer de le dire d'une manière... on pourrait organiser une autre séance sur ces sujets. J'ai écrit quelques idées là-dessus, mais je dirais que
le néolibéralisme et le populisme, ce sont des expressions de simplification. Et on pourrait essayer de voir quels sont, voilà, les liens. On pourrait dire que le libéralisme et le populisme, ce sont aussi des rationalités, des styles de pensée, des paradigmes. Et ces styles de pensée ont des liens aussi problématiques avec la manière de construire la vérité, la manière de construire les liens sociaux. Et, comme dit Edgar, il y a des conceptions anthropologiques sous-jacentes. Et, pour le dire de manière brève et provocatrice pour moi, je crois que, encore, non, en parlant du projet de gauche, un projet de gauche qui essaye de se régénérer ou de se transformer vers un populisme de gauche est perdu. Est tout à fait perdu. On l'a déjà vécu dans l'Amérique latine, non? Et il y a encore un vrai obstacle. Au moins, je parle dans les pensées de gauche en Amérique latine, de critiquer Venezuela et le chavisme, parce qu'ils parlent de socialisme du XXe siècle. Donc, c'est facile de critiquer à Trump, mais c'est difficile de critiquer Maduro. Ça, c'est pas possible. Cette asymétrie réflexive de la pensée, c'est inconcevable. C'est contraire à la pensée complexe. Mais pour aller à un point central, pourquoi je dis que le néolibéralisme, le libéralisme et le populisme, ce sont expressions d'une culture de la simplification? Je crois que le libéralisme pourrait avoir une ouverture à certaines approches complexes. Mais le problème est qu'il est devenu dans un réductionnisme économique. Il n'y a pas de complexité humaine. Il n'y a que les homo economicus. Il n'y a que les calculs. Il n'y a que les profits. Il n'y a qu'une dégradation des liens sociaux à partir de ce qui peut être traité pour les marchés. Donc, au niveau sociétal, le néolibéralisme, cette expression simplificatrice du libéralisme, nous amène à une crise du lien social pour la voie de l'atomisation de l'individualisme. Et le populisme, c'est quoi? Bon, il y a plusieurs manières de conceptualiser le populisme, mais Ernesto Laclau et Chantal Mouffe ont conceptualisé au niveau théorique à Messier un principe du populisme, et qui dit le populisme, c'est la division dichotomique de la société dans des champs antagoniques. Dans des champs antagoniques. C'est la logique du modèle de guerre, de l'ami et l'ennemi qui est rentré dedans la communauté politique. Et si on les voit dans une perspective de longue durée de la philosophie politique, je dirais c'est la logique des sophistes. Pour les sophistes, l'important n'était pas essayer de se comprendre avec l'autre. Le fondamental, c'était essayer de déroter, d'éliminer l'autre. Et tous les moyens sont factibles. Essayer de montrer un argument faux pour autre que c'est vrai, un argument faible pour autre que c'est faux. La seule finalité, c'est gagner. Donc, on peut penser vraiment quel type de société est laquelle qui est amenée à une dichotomie centrale. Parce qu'à la fois, il est populisme, et c'est ça, je crois, même l'expérience dans mon pays, dans le populisme de gauche en Amérique latine, si le populisme se développe comme culture politique, comme culture citoyenne, ce qui se dégrade, c'est la communication, c'est la possibilité de se communiquer avec les gens qui ont une pensée différente. Donc voilà, voilà, je crois que le populisme, moi, soit de gauche, soit de droite, et le néolibéralisme, ce sont les principales menaces à la démocratie dans notre siècle.
je suis dans les antipodes, au contraire du pensée de Chantal Mouffe et de Laclos quand on dit le populisme de gauche va régénérer la démocratie. Non, 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 ne va pas la régénérer. Il faut penser les conséquences à long terme et les types de liens sociaux et des communautés qui émergent de cette culture politique, de cette culture citoyenne. Après, je n'ai pas vraiment compris la question de l'intimité de la décision, de la coexistence, etc. Je m'excuse, mais est-ce qu'il y a, dit Jean-Yves, une manière d'une construction de connaissances valides sans passer par la méthode scientifique? Je crois qu'on doit reconnaître les différents types de savoirs. Je crois que ça, c'est important. Des savoirs scientifiques, des savoirs sociaux, des savoirs, ici, par exemple, en Amérique latine, des savoirs des peuples originaires. C'est important. Reconnaître des différents savoirs, des différents types de discours et des manières de connaître le monde. Mais je ne sais pas si on peut parler de validité d'une connaissance. Je vais mettre un exemple qui m'a raconté une fois un anthropologue. Non? Il y avait une communauté originaire au Mexique où il y avait des maladies des enfants qui avaient des problèmes estomacaux parce qu'il y avait un problème avec l'eau. Et cette communauté-là pensait que l'eau de rivière avait une malédiction qui avait été faite par une autre communauté. Donc, du point de vue de sa conception du monde, des savoirs, il fallait faire la guerre avec l'autre communauté, parce que c'était ceux qui ont fait le mal. Voilà. Et le travail scientifique des anthropologues et des biologues a montré qu'il y avait un problème de contamination, de pollution de l'eau à cause de cette entreprise qui polluait l'eau. Voilà. Et la science, la connaissance scientifique a amené à réfléchir sur les connaissances, disons, sociales ou des sens communs de cette communauté et de montrer que c'était un autre problème. Et je crois que le défi est là. Je crois que la centrale, je ne sais pas si la question centrale, c'est la validité d'une connaissance non scientifique. La question, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de relier et de faire dialoguer ces différents types de connaissances. Et en tout cas, en termes d'Edgar, comment est-ce qu'on peut faire, et ça, c'est lié avec la question, je crois, de Thierry, comment est-ce qu'on peut essayer de construire un métapoint de vue à partir duquel les différents acteurs sociaux impliqués dans une problématique, disons, complexe, peuvent être aidés, amenés à auto-observer et réfléchir sur sa propre point de vue. Parce que c'est ça qui est difficile. Comment est-ce que je peux observer ma propre point de vue? C'est presque impossible. C'est presque impossible si je n'ai pas un dialogue, une conversation de certains types réflexifs avec autrui. Et ça devient, je crois, intéressant. Si la tâche de la science, et je dirais d'une science interdisciplinaire, selon les types de problèmes complexes qu'on va aborder, nous aide à créer des métapoints de vue à partir duquel les acteurs politiques, économiques, sociaux impliqués dans ces problèmes, y compris les acteurs scientifiques, peuvent réfléchir sur leur propre point de vue. Je crois que là, nous sommes dans un exercice sociétal d'une pensée complexe.
Le problème, c'est que ce type de dispositif, ce n'est pas évident et ce n'est pas forcément enraciné dans notre culture académique. Mais je crois qu'il y a des traditions, par exemple, les traditions de la recherche-action, ou en France, la communauté commune de la modélisation participative, qui est un peu plus liée au discours de la complexité, et qui essaye de faire ça, essaye de mettre en œuvre un type de travail scientifique pour promouvoir un type de réflexivité sociale. Est-ce que si nous sommes formés dans une épistémologie cartésienne, positiviste, etc., on peut évolutionner? Je crois que oui. La question, c'est une question intéressante, non? Parce que ça, là, dans ces questions, je crois, on trouve les problèmes du changement du paradigme. Il peut y avoir une transformation, disons, de discours. Je laisse de parler, je laisse tomber certains concepts et je commence à parler le langage de la complexité. Mais Edgar dit aussi, on peut avoir un discours complexe, une pratique simplificatrice. Et le défi, c'est comment changer la pratique. Et il n'y a pas de changement de pratique sans changement de notre structure de pensée. Donc, les problèmes épistémologiques, c'est un problème, je crois qu'a vu très bien Piaget et l'école piagetienne de l'épistémologie constructiviste, comment c'est fort et comment change un système de pensée. Et un système de pensée, c'est aussi un système complexe. Le système de pensée ne change pas pour notre volonté. Le système de pensée change à travers un processus, dirait Piaget, dialectique de déstructuration et de réorganisation. Donc là, je crois qu'il y a une question intéressante pour penser le développement de la pensée complexe. Comment est-ce qu'on peut disséminer, créer des dispositifs, des groupales, des collectifs qui amènent un groupe à être perturbé dans sa pensée et à développer cette dialectique de déstabilisation de la pensée et de réorganisation de la pensée. Mais il faut souligner aussi, à partir de ce que je viens de dire, que ça veut dire qu'il peut y avoir une nouvelle pensée, une nouvelle épistémologie sans ce processus de déstructuration et réorganisation. Et ce processus dialectique de déstructuration est à la fois un processus cognitif et, je dirais, émotionnel. C'est ça qui involucre, qui comprend la totalité de notre subjectivité. Parce que c'est un processus, je dirais, difficile, douloureux, qui provoque quelques émotions, je crois. Donc la question là, c'est aussi comment est-ce que nous pouvons accompagner ce processus aussi émotionnel de changement de pensée. Ou si vous voulez, quel est le rôle de les émotions dans le processus de changement de paradigme. Et voilà, je ne sais pas, c'est une réflexion que je ne pourrais pas faire des apports à vos inquiétudes, Pascal et tout. Merci. Oui, ben écoutez. Bon. Oui, je l'ai là. Oui, si, moi je l'ai. Tu l'as récupéré, toi, Pascal? Oui, je l'ai. Bon. Est-ce que tu m'entends, Léo? Oui, je t'entends parfait. Bon, je crois qu'on... tu es là depuis longtemps, tu as été très patient. Et je voulais, au nom de tous, je crois ici, te remercier pour la grande qualité de ton exposé, qui, je dirais, trouve parfaitement sa place dans notre projet. Et j'ai bien l'intention, si tu veux bien nous consacrer un peu de temps à l'avenir, de te demander d'intervenir de temps à autre. Voilà. Et on te remercie encore très chaleureusement. Merci Léo.
Et Et bien sûr, j'aimerais être avec vous à Toulouse et me rencontrer avec vous. ah ben oui, il faudra que tu viennes. Bon, embrasse Christina, Liberta, Martha et Ruben. Allez, à bientôt Léo. À bientôt, je vous embrasse aussi. Ciao. Pascal, juste une question que je voulais poser, mais on n'a pas eu le temps. Est-ce qu'il envisage de créer une université populaire Edgar Morin en Argentine? Ah, Parce que par rapport à son discours de développement de la pensée complexe dans le projet politique, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un maximum d'universités populaires Edgar Morin, pas seulement en France, mais un peu partout dans le monde. oui, c'est Sergio. C'est l'italien du groupe. Euh, qui dit... Je comprends. tu as compris? En Argentine. Oui, alors... il faut qu'on te... Non, Je tente. Je ne garantis rien, je tente. Hop, hop. Truc tout con. On va voir. oui, ben c'est pas grave. Tu me dis... Attends, mais tu l'as débranché? ah ben alors en plus, si ça débranche... C'est bon. Logiquement, on doit t'entendre. Ouais. Ça va revenir là-haut. Voilà. Oui, alors on va s'arrêter de toute façon. Hein. Alors, est-ce que tu nous crées une petite université populaire à Buenos Aires? Oui, on pourrait essayer, Pascal. Hein. Il faudrait le faire. Mais j'ai signalé que tu faisais déjà beaucoup. Oui, c'est Hein? vrai. Mais est-ce que le régime politique argentin actuel le permettrait? Ah, ça c'est à lui de répondre, hein, moi je veux pas. Ouais. Est-ce qu'on te mettrait des bâtons dans les roues si tu voulais créer cette université? Ouais. Les bâtons dans les... Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les bâtons dans les roues. Est-ce qu'on te donnerait des coups de bâton? Le pouvoir? Ah, non, je sais pas, je sais pas. Non, non, non. Voilà, tu as ta réponse. Bon, Bon, merci Léo. Et à merci très bientôt. Pascal. Au revoir. Ciao, ciao, ciao. Au revoir. Bon. Il est pas mal ce garçon, hein? Vous voyez, j'ai pas que des mauvais thésards, hein? Bon. Moi, je vous propose qu'on boive un petit coup. On l'a mérité là ce matin. Ouais, on l'a mérité. Et je ne sais pas si on fait les ateliers, hein, c'est un peu tard. Hein. On fait une pause et on ira manger après, hein, les ateliers. Là, voilà. Il est midi, c'est parfait. Voilà. On a eu le temps ensemble. Bon. C'est important cette question d'essaimage